d'abord de la crise du Covid-19 nous a placé, nous, les infectiologues, devant une très grande ambivalence. Parce que d'un côté, c'est un événement absolument majeur en tant qu'infectiologue de vivre une épidémie avec un nouvel agent infectieux d'une maladie dont on n'avait aucune idée des symptômes cliniques, donc une espèce de grande excitation scientifique intellectuelle. Et puis de l'autre côté, là où se plaçait toute l'ambivalence, c'est que c'est aussi une maladie qui était mortelle, et en particulier pour les personnes qui venaient à l'hôpital. Donc on a été placé devant des situations familiales qui étaient vraiment très dramatiques, et d'où cette grande ambivalence qui en a fait un événement exceptionnel sur tous les plans, sur les plans humains et sur les plans scientifiques et sociétaux, bien sûr. Bien, les défis auxquels on a fait face étaient très nombreux. Alors d'abord des défis logistiques, puisqu'il a fallu en très peu de semaines transformer le système de soins de façon à pouvoir l'adapter à l'énorme vague que l'on s'est prise avec l'arrivée des patients infectés par le virus SARS-CoV-2. Donc il a fallu adapter en particulier l'hôpital à accueillir ces patients qui présentaient une symptomatologie tout à fait nouvelle, et en particulier avec une gravité qui allait extrêmement vite, puisque les patients pouvaient arriver sur leurs deux jambes sans oxygène aux urgences et puis être intubés dans la soirée en passant en réanimation, et pour certains d'entre eux, malheureusement, mourir très rapidement en 3-4 jours. Donc vraiment une pathologie complètement nouvelle, et surtout avec l'arrivée d'un très grand nombre de patients de façon très brutale, à partir de la mi-mars en particulier, qui nous a fait l'impression d'avoir un tsunami qui arrivait sur le système de soins. Donc ça a été un enjeu logistique absolument énorme. Beaucoup d'entre nous ont dû changer de métier, donc en particulier les spécialités qui n'étaient pas concernées par le Covid. Si on prend par exemple les orthopédistes, eh bien, il a fallu qu'ils changent de métier, et certains sont devenus brancardiers, d'autres ont fait partie des équipes qui sont allées en réanimation pour retourner les patients, faire ce qu'on appelle du décubitus ventral pour permettre aux patients de mieux respirer. Et d'autres personnes qui étaient extérieures à l'hôpital sont venues en renfort, et tout ça dans un temps extrêmement court. Donc vraiment un défi logistique extrêmement important. Et puis sur le plan de la recherche, il a également fallu s'adapter sur le plan thérapeutique et sur le plan de la recherche, puisque nous n'avions à l'arrivée de cette nouvelle maladie aucune piste thérapeutique, aucune piste biologique, aucune compréhension des mécanismes physiopathologiques, et qu'il était très important de rapidement appréhender les principes thérapeutiques les plus grossiers pour avoir une solution thérapeutique à apporter aux patients. Donc il a fallu faire preuve d'une certaine ingéniosité, d'une capacité de recyclage de molécules, par exemple, et donc de travailler ensemble, en fait. C'est ça, je crois, qui a été le cœur de l'enjeu, le cœur du challenge, et je dirais l'une des grandes réussites de la gestion de cette épidémie, c'est cette capacité qu'on a eue dans le système de soins à travailler tous ensemble vers un seul but, qui était bien de nous sortir de cette vague, de ce tsunami de Covid-19. Alors, il faut dire que nous avons été extrêmement pris au dépourvu par l'arrivée de l'épidémie. Nous avons eu un réflexe logistique très important d'organisation de l'hôpital, mais in situ, je dirais, avec une coopération entre services qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler. Les dossiers médicaux des patients, et en particulier les dossiers des patients ville-hôpital, ont été très peu utilisés, parce que finalement les patients sont très peu passés par le système de médecine de ville avant d'arriver à l'hôpital. Les recommandations initiales qui avaient été issues par le gouvernement étaient plutôt d'appeler le 15, qui ensuite orientait vers les services qui pouvaient recevoir les patients malades, et de ne pas aller voir le médecin généraliste pour ne pas disséminer le virus. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra revoir. La raison pour laquelle la décision qui a été prise était de ne pas orienter les patients vers les médecins généralistes, bien, tenait particulièrement au fait des problèmes d'application des mesures barrières, en particulier le port du masque, puisqu'on se rappelle tous qu'au début de l'épidémie, nous n'avions pas assez de masques pour tous les professionnels de santé et pour les patients. Donc le parti qui a été pris, c'était d'orienter plutôt les patients vers l'hôpital. Donc le partage d'informations s'est principalement fait entre les dossiers médicaux qui étaient gérés par les hôpitaux. Si je prends par exemple l'AP-HP, nous avons un dossier médical commun qui lui a permis de savoir les antécédents des patients qui arrivaient dans un hôpital alors qu'il était suivi pour une pathologie chronique dans un autre hôpital. Il y aura très certainement, et ça va être un des enseignements majeurs de la gestion de cette épidémie, de gros progrès à faire entre la liaison
et le transfert d'informations entre la ville et l'hôpital et replacer vraiment au cœur du système de soins la médecine libérale comme le premier maillon des patients qui ne nécessitent pas de bénéficier immédiatement de soins intensifs, mais les patients qui présentaient des symptômes relativement mineurs initialement, plutôt que de les envoyer à l'hôpital, que ce soit géré par le 15, qui s'est trouvé très embolisé au tout début de l'épidémie, et bien repasser par la médecine de ville. Mais comme dans toutes les grandes crises, il y a des leçons à tirer que l'on pourra étudier une fois que la crise sanitaire sera complètement résolue. Alors, il est vrai qu'au tout début de l'épidémie, les seules informations que l'on avait nous provenaient de Chine, en particulier par des publications qui n'étaient pas toujours validées scientifiquement, c'est-à-dire qui étaient déposées sur des sites de dépôt d'articles avant que ces articles ne soient revus par des comités de lecture, et on s'est aperçu que certains de ces articles ont été rétractés ou certains de ces articles étaient très faibles méthodologiquement. Donc, il a fallu assez rapidement que l'on se base sur nous-mêmes, sur la communication, je dirais, informelle, c'est-à-dire les échanges avec les collègues, soit français, soit des pays environnants comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, voire la Belgique, l'Espagne également. Donc, toute une communication informelle. Et puis, petit à petit, on a vu émerger de plus en plus d'articles, cette fois-ci scientifiquement bien construits, avec une communication, avec une mise à disposition qui a été extrêmement rapide et beaucoup de services de mise à disposition d'articles l'ont fait de façon ouverte, c'est-à-dire sans droit d'inscription. Et ça, je pense que ça a été un maillon essentiel pour la circulation scientifique à très large échelle et de façon très rapide. Idem, tout le service de revue par les pairs a été extrêmement accéléré, de façon à mettre à disposition une littérature scientifique sur laquelle on pouvait se baser pour améliorer le soin apporté aux patients. Et je pense que ça a été également crucial à partir du mois de mars et en particulier à partir du mois d'avril où on a vu que la recherche était accélérée. Il y a eu d'ailleurs des appels à projets flash avec beaucoup d'argent qui a été mis à disposition pour mener rapidement ces projets de recherche. Il y a également eu une accélération des processus éthiques puisque les comités de protection des personnes ont remis des accords de mise en route d'essais en 24 à 48 heures, alors que d'habitude, ça prend quasi 3 mois, entre 3 et 6 mois. Donc, on voit qu'il y a eu un énorme effort de toutes parts pour que l'on aboutisse le plus rapidement possible à amasser des connaissances importantes sur le Covid pour qu'on puisse améliorer le soin que l'on pouvait apporter aux patients. C'est sûr que pendant cette crise sanitaire majeure, se sont mis en place des coopérations qui n'existaient pas auparavant, en particulier des réunions de cliniciens hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires, par l'intermédiaire des outils de communication en ligne qui permettent à un grand nombre de personnes de se joindre à une communication soit visuelle, soit auditive. Et ça a énormément amélioré la circulation d'informations et surtout la discussion pour atteindre des normes en termes de diagnostic et de prise en charge qui ont beaucoup aidé à améliorer le management des patients. Donc, je pense que ce type d'initiative devrait perdurer. L'accès libre également à l'information scientifique sur les plateformes de publication scientifique améliore aussi énormément la diffusion de l'information et surtout la rapidité de diffusion de l'information. Donc, il faut également espérer que l'on pourra garder ouvert ce type de système d'information. Et il s'est aussi établi des coopérations internationales. Et là aussi, j'espère que dans le cadre de cette crise, mais aussi d'autres qui pourraient venir, eh bien, ces plateformes d'échange d'informations pourront perdurer. Mais on voit que le système de soins est capable de réagir extrêmement vite et de se mobiliser de façon massive quand on a une crise sanitaire, en particulier quand on lève le carcan administratif. Donc pour moi, l'un des enjeux majeurs, c'est que l'hôpital est capable de se mobiliser quand il y a moins de contraintes administratives. Donc il faut absolument trouver un compromis entre les contraintes administratives et un fonctionnement normal, optimal de l'hôpital. Il y a aussi un énorme enjeu de santé publique avec une prédiction des épidémies, une préparation
aux épidémies. On est très préparé à des épidémies qui peuvent se passer dans des pays lointains comme l'Afrique, alors qu'en France, on voit bien que ça a été assez compliqué de déclencher tout le processus d'investigation d'épidémies, de mettre en place les mesures barrières, etc. Donc ça va être, en termes de santé publique, le deuxième impact, enfin la deuxième leçon qu'il va falloir tirer de cette crise sanitaire. Et puis, pour moi, la troisième leçon, c'est sur le plan thérapeutique, sur le plan diagnostique et thérapeutique. Il est absolument indispensable d'avoir sur le territoire français les moyens diagnostiques et les moyens thérapeutiques pour faire face à ce type de menaces sanitaires, ce qui veut dire que tout ce qui est manufacturing, fabrication des moyens diagnostiques, fabrication des médicaments, on doit avoir sur le territoire français la capacité de production nécessaire pour augmenter de façon très rapide la production des moyens diagnostiques et la production des médicaments. On voit bien que c'est ce qui nous a manqué au tout début de l'épidémie, donc il va falloir en tirer la leçon. Donc voilà pour moi les 3 enjeux majeurs que l'on doit vraiment tirer de cette crise sanitaire.